Merci. Alors, donc moi je vais essayer de vous apporter un témoignage très concret, pragmatique, voilà, quotidien, comment ça se passe, notamment dans une collectivité locale comme la communauté urbaine de Dunkerque. Voilà, donc je m'appelle Pierre Roger, je suis chef du service stratégie à la communauté urbaine qui est au sein de la direction stratégie internationale et portuaire, là au milieu. Il y a une grosse direction générale ressources, une grosse direction générale services techniques, et une autre grosse direction générale qui fait tout le reste. Développement éco, culture, etc., cohésion sociale. Et on est dans cette direction, dans cette direction générale-là. Le service stratégie, c'est l'évaluation des politiques publiques, c'est la transition écologique. Aujourd'hui, le développement durable, pour nous, est un concept un peu dépassé. Voilà, et donc l'idée, c'est comment on adapte le territoire à la transition qui arrive et comment on arrive à vraiment entrer dans l'action. On parlait d'empowerment, mais voilà. Et puis, il y a aussi les questions d'innovation dans les services publics, et le service stratégie explore un peu des politiques qui ne sont pas encore bien organisées à la CUD, communauté urbaine de Dunkerque, pardon, et c'était le cas pour la politique agricole. On est très nouveau sur le sujet, on est très jeune, on est loin d'être exemplaire, il y a plein d'autres territoires dans la région qui font des trucs beaucoup plus intéressants que nous. J'ai eu l'occasion de parler avec la communauté d'agglo du Douaisis ce midi. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais peut-être dire en intro pour préciser les choses. Alors le Dunkerquois, je vais vraiment faire vite, hein. Donc c'est une vingtaine de communes, c'est 200 000 habitants, le long du littoral du département du Nord, c'est voilà, 200 000 habitants, donc c'est une ville moyenne, hein. C'est pas une grosse métropole, 300 km², 46% de surface agricole sur le territoire. Donc certes, Dunkerque est un pôle industriel, c'est un pôle portuaire évidemment, troisième port de France, hein, un grand port maritime, mais c'est aussi un territoire agricole. Et ça, c'est vrai que les élus l'avaient un peu oublié. Voilà, je ne suis pas politiquement correct, mais c'est pas le but, je pense, de cet après-midi. Donc, et voilà, donc c'est un sujet effectivement qui monte en puissance depuis plusieurs années, les questions agricoles et alimentaires, et du coup, voilà, les élus ont souhaité vraiment s'emparer de ces questions-là au plus haut niveau, c'est-à-dire le président, et bon, vous connaissez sans doute Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui était vice-président à la mobilité, à l'environnement et à l'énergie. Donc c'est une grosse délégation au service public et à la transformation écologique du territoire. Donc en fait, il y avait une grosse délégation. Il a pris en charge les questions agricoles et alimentaires au sein d'un comité de pilotage un peu plus large, quoi, mais en gros, ça nous a permis d'avancer très rapidement sur ces questions-là, parce qu'il y avait une volonté politique forte. Il faut quand même le rappeler au niveau local, dans les collectivités, s'il n'y a pas de volonté politique, ben, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et bon, en ces périodes de préélectorales, c'est important de le rappeler. Voilà, c'est une agglo plutôt dense, on perd des habitants chaque année, quand même, il faut le rappeler, par rapport à d'autres territoires. On est un territoire de pôle d'air, le plus grand de France, 11% de chômage, donc c'est quand même pas négligeable, et en termes de transition économique, il y a plein de choses à faire. Et puis, voilà, on a un gros site énergétique, évidemment, avec la centrale de Gravelines, plus grosse centrale d'Europe. Bon, et voilà, donc terminal méthanier, donc il y a du gaz, il y a évidemment plein de charbon pour la production d'acier via Arcelor. À une échelle un peu plus large, au sein du SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Enfin, on n'est pas dans un cours magistral, hein. Si vous avez des remarques, des demandes de précision, je pense que vous pouvez y aller. Au niveau un peu plus large, donc on est dans un schéma de cohérence territoriale, comme le disait Antoine tout à l'heure, qui décline les objectifs du SRADET et qui comprend deux intercos, donc la communauté urbaine et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, qui est beaucoup plus rurale. Et donc à cette échelle-là, finalement, la population est relativement stable. On est à 78% de terres agricoles à ce niveau-là, donc on voit bien que le bassin de consommation du Dunkerquois est bien plus large évidemment que le périmètre de la communauté urbaine. C'est le cas de la plupart des agglomérations, de toutes les agglomérations, j'imagine. Et donc évidemment, ça nous incite à travailler étroitement avec la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, qui n'est pas forcément sur les mêmes lignes, les mêmes objectifs que la communauté urbaine. Alors, petit retour historique sur les actifs. Bon, Dunkerque ne fait pas exception
par rapport à la montée de la tertiarisation, c'est-à-dire on est dans une économie de plus en plus tertiaire, même si évidemment l'activité industrielle reste extrêmement forte chez nous par rapport à la moyenne nationale. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant à vous montrer dans ce graphique, c'est que la population du secteur primaire a été divisée par 10, a été décimée, on peut utiliser le terme, en 60 ans. Donc voilà, c'est important à avoir en tête parce que je pense qu'on sous-estime en fait le nombre relativement faible d'acteurs qui font vraiment de la production agricole, et du coup, si on n'arrive pas à les convaincre eux, il ne se passe pas grand-chose. Alors évidemment, c'est en train de changer, on voit bien qu'il y a des envies de retourner à la terre, etc. Mais c'est quand même un métier difficile, c'est un métier extrêmement chronophage, fatigant, etc. Donc c'est pas non plus gagné à chaque fois de passer de l'idée à la mise en œuvre, à la pratique. Alors, globalement, le territoire dunkerquois comprend 170 sièges d'exploitation agricole. Mais évidemment, il y a plein d'agriculteurs qui ont des parcelles à l'extérieur de la CUD et qui cultivent sur la CUD. Donc au total, on a à peu près 300 exploitants qui cultivent des terrains sur la communauté urbaine de Dunkerque. Alors on est sur des grosses exploitations, hein, la moyenne c'est 90 hectares, et encore quand je dis ça aux agriculteurs, ils me disent 90 hectares c'est pas beaucoup, ça fait vivre une personne quoi. Et très peu de bio, donc on a 5 exploitants qui sont en bio sur le territoire. Un peu de commercialisation en circuit court, 22 exploitations. Le type d'exploitation, donc on est sur de la culture de grands champs, on est sur du blé, de la betterave, des pommes de terre, principalement. Il y a très peu d'élevage, je crois qu'il y a quasiment pas d'élevage sur le territoire. Et puis, détail important peut-être à évoquer ici, la communauté urbaine, de par son histoire, possède beaucoup de terres agricoles. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Nous, du fait des expropriations historiques liées à l'installation de l'industrie sur l'eau dans les années 60 et à l'installation du grand port maritime, la communauté urbaine a racheté énormément de terrains. Et en fait, quand elle rachetait des terrains d'agriculteurs, plutôt au niveau de la zone littorale, hein, pour le port, l'agriculteur disait bah moi il me reste un petit bout de parcelle là, ça va pas me servir, enfin je vais pas pouvoir en vivre. Donc la communauté urbaine rachetait la totalité des terres des agriculteurs qu'elle expropriait. Et donc on se retrouve avec un foncier agricole très important, parfois avec des terrains stratégiques, c'est-à-dire à proximité des agglos, de lacs, d'espaces naturels, etc. Mais parfois, comme je dis dans la pampa des Flandres, quoi. En gros, bon, on ne sait pas trop ce qu'on fait de ces terrains, mais en tout cas, c'est nous qui les possédons. Alors, en 2018, les élus ont souhaité voter une délibération cadre sur la politique agricole alimentaire, sur 4 orientations très fortes, que je rappelle ici rapidement. D'abord, accompagner des pratiques agricoles plus durables, parce qu'évidemment, la CUD ne fera pas sans les agriculteurs. C'est important de le rappeler, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais clairement, voilà, l'idée c'est vraiment de faire ensemble, comme le disait Antoine, et de surtout pas faire à la place d'eux, même si évidemment on a des objectifs politiques très forts, qui ne sont pas les mêmes que ceux des agriculteurs, et donc comment on arrive, entre guillemets, à gagner un peu la négociation, et à avancer sur nos objectifs, qui ne correspondent pas forcément, encore une fois, à ceux des agriculteurs. Deuxième orientation, en gros, autour des circuits courts, hein, pour développer l'emploi local. La troisième sur l'agriculture urbaine, enfin, c'est l'expression de notre président, remettre ce qu'on mange là où on vit. Et puis, quatrième orientation sur la santé, aussi de manière un peu classique. 15% des élèves souffrent d'obésité sur Dunkerquois. Donc c'est pas un chiffre négligeable, on est au-dessus de la moyenne nationale, donc qui préoccupe évidemment beaucoup de nos élus. Donc, avec un objectif fort d'un approvisionnement 100% bio et local. Alors, ça n'arrivera jamais, on est bien d'accord, mais en gros, c'est encore une fois la preuve d'un acte politique majeur en disant on veut marquer le coup, publiquement, on affiche 100% de bio et local, on ne met pas de date, évidemment, ce ne sera pas en 2025, c'est impossible, ce ne sera pas en 2030, mais en gros, le signal est lancé auprès des partenaires qu'on veut avancer sur les deux dimensions à chaque fois en même temps. Alors, au-delà, donc, il a fallu mettre en œuvre tout ça d'un point de vue technique.
Donc on a mis en place un comité de pilotage assez large là-dessus, avec 4 VP, le foncier, l'environnement, la santé et puis le DEVECO. Recrutement d'un chef de projet en 2018. Donc on a une personne, on a un chef de projet pour faire ça. Donc, pour l'instant c'est pas assez à mon sens. Et puis un budget d'environ 300 000 euros. Fonctionnement plus investissement. Donc voilà un peu pour les détails à la communauté urbaine. Donc maintenant, peut-être pour chaque orientation, je vais vous montrer un peu concrètement ce qu'on fait. Et puis ensuite, vous donner un peu moi ce que je retiens de ces écrans d'orientation. Alors, la première sur l'accompagnement vers des pratiques agricoles plus durables. En fait, on a des appels à candidature sur les terrains qu'on passe au bio. Voilà, en fait, on profite des départs en retraite parce que la moyenne d'âge des agriculteurs est assez importante. Donc en fait, sur les terrains qu'on estime un peu stratégiques, je mets un exemple ici, pas loin d'un espace naturel, on lance un appel à candidature et puis on reçoit des agriculteurs qui souhaitent s'installer, occuper ces terres, avec un bail à clause environnementale très intéressant d'un point de vue du loyer, d'un point de vue économique. On gère l'accès à l'eau, à l'électricité, enfin voilà, on prépare l'installation au mieux. Donc voilà, on est à peu près à 10 hectares aujourd'hui d'installés. Ensuite, les communes ont aussi du foncier agricole, donc l'idée c'est de travailler avec les communes main dans la main pour avancer sur ces questions-là. Il y a des partenaires évidemment qui sont incontournables et qui de toute façon nous suivent depuis le départ. Donc on a des conventions avec eux, chambre de l'agriculture, chambre des métiers de l'artisanat, etc. Des acteurs qui pouvaient paraître un peu dubitatifs au départ, mais je pense que, on y reviendra après, le fait d'avoir donné un signal fort, même des acteurs comme la chambre d'agriculture qu'on peut penser un peu traditionnel, un peu classique, ou voilà, finalement prennent acte de la commande sur le territoire et sont obligés d'avancer. Parce qu'en fait, finalement, nous on a la chance d'avoir un consensus politique très large et démocratique, hein, puisque les élus finalement sont encore élus avec la démocratie représentative, etc. Donc il y a une certaine légitimité de la part des élus quand ils discutent face à la chambre d'agriculture et qui répètent 5 fois qu'ils veulent développer le local et le bio. Finalement, au niveau technique, ça commence à percoler et donc avoir des effets. Évidemment, faire un guide des producteurs locaux, on soutient les agriculteurs financièrement. Alors, c'est un sujet complexe, hein, mais c'est pourtant déterminant parce que, évidemment, le levier financier il est important pour les agriculteurs. Les agriculteurs, je caricature, mais s'ils pouvaient faire du bio, ils feraient du bio. L'important, c'est ce qu'ils gagnent à la fin, quoi. Il y a quelques agriculteurs qui tiennent ce discours-là. Et donc, on essaie de les aider un maximum, même si, évidemment, on dépend des règles de la Commission européenne et de la PAC là-dessus, qui sont retranscrites dans le droit français, avec une position du ministère de l'Agriculture qui est quand même assez particulière. On regarde ce que font les autres pays européens. On pense à l'Allemagne, avec l'exemple de Berlin, sur les terrains au-dessus des nappes phréatiques, etc. On voit bien que l'interprétation française, dans le droit français, des règles à l'échelle européenne est toujours extrêmement rigide, extrêmement dure, et laisse peu de place à l'innovation, à l'expérimentation ou au soutien direct au niveau financier des agriculteurs. Il y a des aides par ailleurs, il y a des possibilités, etc. Je ne veux pas caricaturer, mais voilà, on sent que c'est un peu compliqué quand même. Donc là, concrètement, c'est la suppression d'une part de la CTE qui était payée par exemple les coopératives agricoles. Il y a le DOESI qui travaille sur l'achat groupé des reliquats azotés. Bon, on rentre un peu dans la technique, mais en gros, la CUD pourrait travailler aussi sur ces questions-là pour essayer de limiter les coûts pour les agriculteurs qui sont obligés de faire ces analyses année après année. Et puis on travaille sur la rémunération des services environnementaux. Donc ça c'est un sujet nouveau mais qui nous semble extrêmement intéressant et qui a été on a eu du répondant de la part de certains agriculteurs, hein, pas tous, sur la préservation de haies mellifères, sur l'entretien de zones humides, des choses comme ça. Donc il faut encore que je vois techniquement comment ça peut
ça peut se mettre en place. On travaille sur des pistes, mais voilà, ça fait partie des sujets qu'on travaille en ce moment et qui permettent de conjuguer plusieurs objectifs. Et puis les citoyens, la pression citoyenne, la pression de l'opinion publique, elle est importante aussi. Donc là, on a un groupe local Terre de Liens qui s'est créé il n'y a pas longtemps avec une cinquantaine de participants à la première réunion. Donc, évidemment, on a plutôt, on va dire, des citoyens engagés, un peu écolos sur ces questions-là, évidemment, du point de vue sociologique. Mais quand même, on voit que ça bouge dans la société et qu'il y a quand même des gens qui veulent aller plus loin sur ces questions-là. Alors, je me reconnais complètement dans une phrase que tu as employée, Antoine, sur je suis pas d'accord avec vous, mais je vous comprends. En fait, cette délibération cadre, on l'a expliqué aux agriculteurs. On les a invités à la communauté urbaine, en présence du premier vice-président de la Chambre d'Agri, président de la communauté urbaine, notre DG, etc. Et en fait, clairement, le dialogue est super important parce que, évidemment, voilà, on ne partage pas les mêmes objectifs, mais le président a été clair à plusieurs reprises, je suis d'accord, mais. Enfin, non, au contraire, pardon, je vous comprends, mais je ne suis pas d'accord. Et voilà, ça a été répété, répété, répété. Et effectivement, la dimension un peu financière a aussi joué, c'est-à-dire que le président a répété que de toute façon, la priorité serait donnée au bio et au local dans les contrats, les marchés publics à destination de la restauration collective, que ce serait le cas dans le cadre des marchés pour les centres hospitaliers, polycliniques de Grande-Sainte, centres hospitaliers de Dunkerque, etc. Vous prenez pas. Mais nous, notre trajectoire, c'est celle-là. Voilà. Ça a été réexpliqué, réexpliqué, réexpliqué. Et voilà, bon, petit à petit, hein, on sent que c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps avant de se développer, mais c'est une de nos préoccupations. On a fait une analyse un peu plus fine grâce à Bio de France, anciennement Gab Nord, sur la sensibilité au bio des agriculteurs locaux. Et clairement, par rapport à d'autres territoires, on est en retard. C'est-à-dire que la plupart des agriculteurs, encore une fois, on est sur de la culture de plein champ, on est sur des céréales, on est sur des exploitations assez importantes, estiment que le bio, c'est pas pour eux. En gros, le bio, oui, mais pas ici. Voilà, ou alors le bio, oui, mais c'est très contraignant, quoi. Donc en gros, bon, à la limite, chez les autres, mais pas à Dunkerque. Et donc c'est ça la réalité du terrain. Et c'est c'est cette réalité-là qu'on doit essayer de changer, voilà, en tant que technicien d'une collectivité comme la communauté urbaine. Voilà, donc évidemment, on essaie d'adapter le message en fonction des profils des agriculteurs. Ce qui nous manque terriblement, je pense, c'est un exemple de réussite. C'est-à-dire qu'on est, ne serait-ce qu'un agriculteur, qu'un exploitant, qui fasse du blé bio ou, si c'est possible, la betterave bio sur le Dunkerquois, en fait. Parce qu'évidemment, ça fonctionne aussi comme ça, c'est la preuve par l'exemple. Ouais, excusez-moi, j'avais pas mis les pourcentages, mais voilà. Donc voilà, il y en a à peu près 70% qui sont plutôt prudents, on va dire. Alors, la deuxième orientation sur les circuits courts, donc rapidement, donc on a lancé un grand diagnostic sur la restauration collective du territoire, à la fois dans les cantines scolaires, mais aussi au niveau des restaurants d'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup, on a des grosses unités sur le territoire, EDF, ArcelorMittal, etc., avec des milliers de salariés. Bon, nous, on travaille plutôt sur l'entente intercommunale, même si le président voudrait qu'on développe un opérateur unique de production des repas, accrochez-vous bien, et de distribution sur l'ensemble de l'agglo. Donc en gros, ça représente 1 million de repas par an. On essaie de convaincre le président que c'est pas forcément une bonne idée. D'abord qu'on n'a pas la compétence, parce qu'il y a des questions de compétence quand même entre collectivités territoriales, et que la restauration collective pour l'instant échoue toujours aux communes. Et que si on transfère, il faut que toutes les communes transfèrent en même temps leurs compétences à la communauté urbaine. Bref. On soutient les outils structurants de transformation du territoire, légumeries, abattoirs, etc. Il y a un projet de halle couverte en centre-ville sur lequel on travaille pour d'abord le bio,
et ensuite les produits locaux. On travaille sur des visites de ferme, etc., sur des ateliers de formation, d'échange, voilà. Petite photo de la légumerie et d'autres. Donc au niveau, je vais m'arrêter 2 secondes sur la restauration collective parce que c'est un levier important de transformation des pratiques et de débouchés pour les agriculteurs locaux, même si évidemment c'est pas le seul. Parce que pour conduire le changement, il faut d'abord être exemplaire en interne, évidemment, et donc du coup, il est important pour nous de travailler sur ces enjeux-là. Donc vous avez ici l'ensemble des types de modes de gestion sur le Dunkerquois. Donc, en vert, vous avez de la délégation de services publics auprès de prestataires qui fournissent les repas dans les cantines. En jaune, les régies directes. Et puis Dunkerque qui apparaît en mitigé, qui est à la fois dans la régie directe et de la DSP sur ces cantines scolaires. En fait, on est à l'inverse de ce qui se passe à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on est plutôt sur 70% de régie directe et 30% de DSP. Donc pour nous, c'est aussi un élément important, parce que ça veut dire qu'il y a des questions de contrat qui arrivent à terme, à différentes échéances dans les communes, etc. Donc si on transfère la compétence, ce ne sera pas au même moment avec tout le monde, etc. Enfin voilà, question un peu technique, mais qui se pose évidemment pour nous. Et ça, c'est l'état des relations entre les communes au niveau de la restauration collective. C'est-à-dire on a la chance, grâce à l'étude qui a été menée, de voir qu'on a la capacité de production de l'ensemble des repas pour l'agglomération, pour les 1 million de repas par an, mais il n'y a pas forcément d'entente entre les communes pour dire « moi je produis un petit peu plus grâce à ma cuisine centrale qui me permet d'aller un peu plus loin en termes de repas, et je te les livre et toi tu me refactures derrière, etc. » Et on a des choses un peu bizarres, c'est-à-dire des repas qui font des kilomètres alors qu'ils pourraient être servis à proximité dans les communes aux alentours. Par exemple, le gros pôle de Gravelines qui pourrait servir la ville de Bourbourg ou la ville de Caen-Fort-Philippe, qui font appel à des DSP et qui sont un peu en position de discussion inégale face à des prestataires privés comme Dupont ou Happy. Parce que c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que il ne faut pas croire que l'élu ou la collectivité dicte un peu sa loi à la DSP. Vous savez très bien, en privé, parfois, la relation est largement inégale, et donc du coup, on subit plus qu'on ne pilote la politique. Là, vous avez un graphique qui me semblait intéressant sur les priorités entre les communes, c'est-à-dire en fonction du coût qui est accordé en moyenne par repas. Donc parfois, le coût est très important, on va jusqu'à 15 € de production du repas, et parfois il est très faible, parce que les communes n'ont pas de moyens. Donc c'est aussi des choix politiques de budget qu'on consacre à la restauration collective. Et puis dedans, quel est on va dire, le degré qu'on met dans l'exigence sur les produits qu'on achète. Il y a des communes très exigeantes. Oui, bon, on va retrouver le Franco, une plage, il y a Grande-Sainte qui est au milieu de tableau, mais Grande-Sainte qui est au 100% bio par exemple. Donc, vous voyez, la stratégie de Grande-Sainte est un peu particulière, elle est sur le 100% bio, mais pas forcément local. C'est-à-dire que la provenance, l'origine des produits, voilà, il y a des communes qui sont beaucoup plus attentives à l'origine des produits qu'aux critères bio ou pas bio. Donc voilà, donc c'est comment on arrive à jongler avec tout ça pour un coût du repas estimé à 11 €, mais qui est à prendre avec beaucoup de précaution parce que les méthodes de calcul ne sont pas tout à fait les mêmes entre les communes. Donc voilà, je relativise un peu ce coût, mais vous avez des grandes lignes. Alors sur le bio, ce tableau me semblait intéressant pour vous montrer un peu la spécialisation du territoire. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'agriculteurs qui vont produire ce dont vous avez besoin. Et un bon exemple ici, c'est par exemple les fruits, où les fruits, globalement, on a 65 hectares de surface agricole utile à l'échelle du SCOT, CUT plus CCHF, qu'ils ont produit. En gros, pour nourrir tout le territoire, donc la dernière colonne, on aurait besoin de 520 hectares, 530 hectares.
En gros, on est obligé d'aller chercher des fruits ailleurs parce qu'ils ne sont pas produits localement. Et la patate, on produit 6000 hectares, enfin on a 6000 hectares de pommes de terre, on en consomme localement 500. Donc le reste, ça part à l'export. Via Ponduel, via le port, la Belgique, la transformation, etc. Donc si vous voulez, il y a aussi... la CUT ne va pas dire à l'agriculteur ce qu'il doit produire. On n'est pas dans... Vous voyez un peu la complexité du truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à aussi avoir une certaine diversité dans la production, sans imposer évidemment aux producteurs ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Et bon, j'avais mis un petit topo sur le bio, évidemment, parce qu'on est très très loin sur la production bio. Bon, on espère en tout cas via la restauration collective essayer de lancer une dynamique autour du bio, mais voilà, c'est loin d'être évident pour l'instant. D'où la nécessité de vraiment mettre en avant d'autres débouchés, type à l'alimentaire, type vente directe, restauration privée, etc., pour assurer un meilleur débouché sur le bio aux agriculteurs qui font l'effort, qui font le pari de se lancer dans le bio. Parce qu'évidemment, c'est pas comme un process industriel ou comme le tertiaire. Pour voir les résultats d'une récolte ou d'un changement de type de production, ça dure un an. Parce qu'évidemment, il faut que le cycle des saisons, etc. Donc en fait, l'agriculteur prend énormément de risques quand il fait évoluer ses pratiques. Il faut quand même le rappeler. Alors, je vais passer maintenant à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, mais rapidement pour laisser un peu de temps aux échanges aussi. Donc voilà, il y a effectivement des projets de fermes urbaines qui se développent. Donc il y a Grande-Sainte avec 15 hectares à peu près. Un projet sur Gravelines, plutôt orienté vers la permaculture. On a aussi des potagers en pied d'immeuble, avec un gros projet de renouvellement urbain sur le Dunkerquois. 4 quartiers, on va détruire à peu près 1500 logements. On ne va pas laisser ces friches vides pendant des années, parce qu'évidemment la construction de nouveaux immeubles va prendre du temps aussi. Donc comment on occupe ces friches avec les habitants, comment on crée des micro-fermes, des projets de potagers, etc. pour essayer de remettre un peu d'agriculture urbaine. Comment on discute avec les services techniques des espaces verts, des jardiniers, etc. pour planter autre chose que du boulot en ville. Planter des poiriers, des cerisiers, des pruniers, ce que vous voulez. Voilà, l'organisation d'événements, évidemment, ça passe par là pour remettre un peu de nature en ville. Donc, semaine du végétal à Rousandal, événements fermes en ville à Gravelines, etc. Et puis, un projet que je trouvais intéressant de conversion d'une station essence en centre-ville en jungle urbaine. C'est un projet artistique, mais c'est aussi, je pense, important de montrer des images un peu percutantes. Donc c'est, vous trouverez ça sur internet, hein, mais de transformation des imaginaires, quoi. De montrer que ça passe aussi par là, c'est de dire qu'il y a des outils du 19e, du 20e siècle qui sont dépassés, ou en tout cas qui doivent être dépassés, et demain, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et les artistes sont aussi là pour nous montrer quelques pistes. Alors, sur la quatrième orientation, sur la question de l'alimentation favorable à la santé, donc on a évidemment envie de produire une alimentation de qualité sur un territoire très industriel qui émet beaucoup de rejets de polluants atmosphériques, quel est l'état des sols, etc. Enfin, on en a parlé en introduction. Donc on va lancer une grosse étude, à l'instar de Fos-sur-Mer en 2018, sur la qualité des produits locaux. Donc études sur les HAP, sur les métaux lourds, sur les dioxines, etc. pour voir un peu la teneur des aliments produits sur le territoire et bon, peut-être rassurer les gens, parce que le discours qu'on a aussi de la part des gens parfois, c'est ça sert à rien de faire du bio à Dunkerque, l'environnement est pourri et voilà, il vaut mieux le faire ailleurs. On va essayer de leur montrer le contraire. Et évidemment, on soutient toutes les structures, les collectifs, etc., qui proposent des cours de cuisine, etc., qui essaient de développer une alimentation plus favorable à la santé, avec peut-être prochainement un défi famille à alimentation positive, avec la Maison de l'Environnement, qui est un peu l'AMRES à l'échelle du Dunkerquois.
Et puis on a tout un patrimoine légumier, des variétés qu'on a un peu perdu de vue, donc la rouge flamande, on a voilà, le chou-fleur évidemment, parce que en fait ce qu'on se disait aussi avec Antoine, c'est que il y a plein de choses qui étaient encore là il y a 70 ans, avant les années 50, et qui ont été complètement perdues, et parfois la transition, le futur, c'est tout simplement revenir à des pratiques beaucoup plus raisonnées, traditionnelles qu'on avait auparavant, et qui ont été complètement perdues. Alors, peut-être en guise de conclusion, je voulais mettre ici ce que j'estime être des forces ou des éléments importants, et puis peut-être des freins. Peut-être commencer par les freins, parce que ça, on terminera sur une note positive. Donc, le premier que j'ai pas indiqué, là j'y ai pensé ce midi, mais c'est vraiment la spécialisation du Dunkerquois sur une culture céréalière destinée à l'exportation. C'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si votre marché de producteurs locaux n'est pas adapté à la demande, bah c'est compliqué, quoi. Elle est adaptée à la demande globale, mais bon, évidemment tout ça c'est remis en question. Est-ce que c'est durable? Voilà, on connaît les émissions liées au transport, la mondialisation. Est-ce qu'on ne va pas relocaliser certaines choses? Comment ça se passe concrètement, quoi. Deuxième frein, la culture des agriculteurs locaux. C'est-à-dire pour nous, on n'a pas encore d'exemples vraiment pionniers, des gens qui tentent des modèles un peu différents sur le territoire, et ça manque fortement. Parce que moi, je ne suis pas agriculteur. La Chambre d'agriculture et la Chambre d'agriculture a des techniciens, etc., mais c'est pas des agriculteurs non plus. Et les agriculteurs, ils aiment bien avoir en face d'eux des agriculteurs qui leur parlent des choses qu'ils vivent, quoi. Et donc du coup, si j'avais un exemple vraiment de cette transition, ce serait super intéressant. Ensuite, le temps, je pense, joue contre nous, c'est-à-dire je ne sais pas si on sera à la hauteur des urgences qu'a rappelé Antoine. Et puis, j'ai envie de dire un modèle agricole à l'image d'un Dunkerquois, c'est-à-dire très industriel, très productif. Et voilà. Par contre, il y a des leviers forts, un engagement politique. Moi, j'estime que c'est sans doute la première brique. Si vous n'avez pas d'engagement politique, des élus qui prennent des risques, ben, vous ne ferez pas grand-chose. Ensuite, il faut l'opinion publique. Je sens du côté des consommateurs, du côté des citoyens, vraiment un engouement, un consensus sur ces questions-là. Donc il faut y aller de toute façon. Ensuite, j'ai la chance de travailler dans une collectivité qui a encore des moyens. C'est pas forcément le cas partout, mais voilà, moi j'ai la chance d'avoir des moyens consacrés à cette politique. Je sens aussi qu'il y a une richesse insoupçonnée en matière de savoir-faire. Voilà, plus je creuse le sujet, plus on découvre des choses insoupçonné, inexploité et qui est extrêmement riche. Et puis, alors j'espère que ça n'arrivera pas, mais on l'a vécu l'année dernière, une petite situation de crise sur les épisodes de sécheresse, où le département du Nord est resté en alerte pendant plusieurs mois, et il y a eu des restrictions sur l'usage de l'eau. Et chez nous, il y a en plus un phénomène de compétition dans l'usage de l'eau par rapport au processus industriel qui nécessite beaucoup d'eau pour refroidir les process de sidérurgie, de métallurgie. Et donc du coup, il commence à y avoir des tensions entre agriculteurs et industriels. Donc c'est quand même important à noter. Voilà en gros ce que je voulais vous proposer cet après-midi.